Voilà, j'espère que vous avez compris qu'il pleuvait souvent. J'espère que vous avez été sensible au grand Moabi, le plus bel arbre d'Afrique, un arbre charismatique. Et bien, s'il y a des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. Ah non, je déconseillerais ce genre de métier à quelqu'un qui aurait le vertige. Ouais. On est vraiment très très haut. S'il vous plaît, de quoi vous êtes-vous nourri pendant tout ce temps-là? Oh, vous savez, le cinéma, ça manque pas de moyens. Hein. Des très bons repas. Enfin, admissibles, disons. Non, ça va, pas de problème. Non, mais c'est bien équipé. Il y a des gens qui restent sur le camp et qui nous font la cuisine et aucun problème. Non. Je suis désolé, mais il n'y en a pas dans ce film. Alors le talent du cinéaste fait que ça y ressemble un peu. On a choisi des bons endroits de forêt primaire, de forêt secondaire, pardon, qui ressemblent un peu à la forêt primaire. Mais la vraie forêt primaire, il n'y en a plus. Mais ça fait 50 ans qu'on le dit. Et comme tous ceux qui sont en mesure de prendre des décisions, ils s'en foutent totalement, eh bien, ce qui devait arriver est arrivé. Il n'y a plus de forêt primaire. Bon, un doigt de commentaire tout de même. Si nous avions été 4 ou 5 gaillards, pas trop chargés, on monte une rivière pendant une semaine avec une pirogue, et puis on marche encore une semaine, on aurait pu trouver des restes, des confettis de forêt primaire. Mais voilà ce que vous ne pouvez pas faire avec une équipe de cinéma. 60 personnes, hein, et une montagne de matériel. Donc il a fallu faire avec des forêts secondaires pas trop mauvaises. Voilà. Oui, les activités humaines détruisent directement la forêt pour... Excusez-moi, je ne vous vois pas. Ici. Ah oui, ok, ça va. Merci. Oui, je disais... Les activités humaines détruisent directement la forêt pour de nombreuses raisons, mais avec les bouleversements climatiques dont on va tant parler et dont on parle déjà beaucoup dans tous les médias, je vous laisse savoir si vous avez déjà des témoignages de forêts comme ça qui ont été directement touchées par ces bouleversements, à savoir que ce sont des forêts qui ont déjà vécu 1000 ans, donc avec aussi des aléas climatiques sans doute considérables. C'est beaucoup plus que 1000 ans. Et ces forêts ont l'habitude des changements climatiques. Je voudrais dire aussi que dans les régions où je travaille, il n'y a pas de marque de changement climatique. C'est comme ça. Si vous voulez les voir de façon très très nette, il faut monter dans les cercles polaires, nord et sud. Ici, on est à quoi, 45 degrés de latitude à peu près, 44. Ça commence à être perceptible. Mais si vous descendez plus bas au niveau de l'équateur, il n'y a pas de signe et personne n'en parle. Ça n'occupe absolument aucune place dans la vie des gens. Peut-être parce que c'est des forêts justement extraordinairement anciennes, et pour qui les changements climatiques, c'est presque de la routine. Les plus vieux arbres ont 43 000 ans. Ça veut dire qu'ils ont vécu plusieurs changements climatiques. Ils sont habitués. Ils ont une résilience que nous pouvons nettement leur envier. Bonjour. Je pense que, cependant, la forêt primaire persiste dans certaines zones, entre la Thaïlande, par exemple, et la Birmanie. Oh là là, oh là là, oh là il n'y en a là. peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Oui, des fragments, en effet. Mais on peut encore les voir. Vous savez qu'en Thaïlande, les abattages illégaux étaient, d'après la loi, sont punis de mort. Je ne suis pas sûr que ça soit appliqué. Non, ça ne l'est pas. Mais enfin, c'est pour vous dire à quel degré le royaume est parvenu en fait de destruction des forêts. Alors le Myanmar, c'est légèrement meilleur. Il y a effectivement, parce que c'est un pays qui a été totalement isolé de la communauté internationale, il y a effectivement des morceaux de forêt primaire. Mais même là,
La population augmente. Oui. Ouais. La population augmente et vient aussi dans la zone interdite. Parce qu'il y a une zone qui est interdite maintenant à tout humain pour protéger justement cette forêt. Oui, mais ça ne marche pas. Comment voulez-vous? Non, mais attendez, les gens ont l'habitude de vivre aux dépens de cette forêt, sans l'abîmer. Mais prendre du bois mort, prendre des fruits, prendre des plantes médicinales, ça ne détruit pas la forêt. Alors si on leur dit « zone interdite, tu ne mets plus les pieds là-dedans », eh bien, ils ne se plient pas du tout aux consignes gouvernementales. Oui et non. Parce que le pays plus est facilement grand, dans une dictature comme oui, l'était. c'est peut-être l'avantage de oui, dictature peut-être, et mais des avantages. Mais bon, ça ne dure pas. Malheureusement, c'est en train de changer. Oui. D'autres questions? Levez la main, merci. L'arbre dans lequel vous avez eu la chance d'être assis au début du film, c'est donc un Moabi, non? Non, c'est pas un Moabi. Au début, c'est ce que les Sud-Américains appellent ceiba et qu'en français on appelle fromager. C'est un énorme arbre, mais il n'est pas vieux du tout. Celui-là, il a une centaine d'années, pas plus. Oui. Et celui qu'on voit à la fin? À la fin, c'est le Moabi. Là, c'est le Moabi. Totalement défeuillé et couvert de fleurs rouges briques. On a eu beaucoup de chance de tomber juste sur la période de la floraison. Et quand vous dites au début du film que l'homme serait né dans la canopée? Oui, je ne veux pas être discourtois, mais nous sommes des primates. Et comme tous les primates, nous sommes d'origine arboricole. Alors, évidemment, on l'a oublié, ça, parce que ça a 3 millions d'années, la divergence avec les derniers grands singes. Mais figurez-vous que notre organisation physique, elle porte encore la marque de notre origine arboricole. Le fait qu'on soit verticaux. Il y a très peu de mammifères verticaux. Il y a nous. On n'est pas les seuls, mais enfin, les paléoanthropologues sont d'accord là-dessus. Nous avons emprunté cette verticalité à l'arbre. Et puis nous avons les yeux rapprochés, ce qui nous permet de voir de relief. Et ça, c'est indispensable quand on vit dans la canopée, de percevoir très très bien le relief, parce que si vous voulez prendre une branche et puis que, manque de chance, elle était plus loin, c'est la chute. Et donc ça, la sanction sera immédiate. Donc il faut absolument qu'on voit très bien le relief. Et les groupes canopéens, quels qu'ils soient, ont toujours une très bonne vision du relief. Et puis on a la main, qui est vraiment l'objet idéal pour pratiquer la brachiation sur les hautes branches. Non, nous sommes des animaux originaires de la canopée. J'espère que ça ne gêne personne, je ne veux pas être discourtois. Hein. Moi, en tout cas, ça m'enchante. Est-ce que vous voyez un petit peu une lueur d'espoir quelque part aujourd'hui dans les transformations que vit cette forêt, toutes les destructions qu'on peut avoir, et puis effectivement, est-ce que vous voyez quelque chose qui peut on va conserver de manière significative des pans de ce patrimoine, ou est-ce que on est tous condamnés à broyer du noir et à voir tout ça disparaître? Alors, c'est pas énorme, mais il y a quelques petites lueurs d'espoir, comme vous venez de le dire. Il y a des pays qui ont réalisé que... C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Il y a des pays qui ont enfin réalisé qu'ils pouvaient gagner plus d'argent en conservant leur forêt qu'en la coupant. Parce que la couper, c'est un fusil à un coup. Une fois qu'elle est coupée, c'est fini. Tandis que par le biais de l'écotourisme, un pays comme le Costa Rica, qui préserve sa canopée, vit bien. Mais il y a une autre assez bonne nouvelle. Ça tient en un mot: agroforesterie. Ici, dans les régions européennes, quand on veut faire de l'agriculture, on commence par couper la forêt. Aucun agriculteur n'envisagerait de pactiser avec le milieu forestier. Ça, c'est dans notre tradition. Ça remonte d'ailleurs à l'Empire romain. Et bon, on peut dire ce qu'on veut sur l'Empire romain, mais il y avait du bon et du moins bon. Il y avait quelque chose de très caractéristique, c'est que dans notre tête, il y a la forêt et l'agriculture. C'est deux mondes différents. D'ailleurs, ça continue. Vous allez dans une école forestière, on vous dira que les paysans sont des ploucs et qu'ils n'ont rien à faire en forêt.
Et maintenant, vous allez dans une école d'agriculture, on ne vous dira pas un mot des arbres, peut-être les arbres fruitiers. Bref, c'est deux mondes qui s'ignorent, voire qui se livrent à des luttes plus ou moins ouvertes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les régions tropicales, il y a des gens qui n'ont pas ce clivage-là. Et donc, ils cultivent la forêt. Et ils vivent très très bien, ces gens-là. C'est l'agroforesterie. Voilà, c'est un modèle pour nous. Et pour une fois, les modèles viendront des tropiques. C'est en cours, hein. On peut être réellement optimiste sur ce plan. La législation européenne même a été modifiée en faveur de l'agroforesterie. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler le drame qu'a été le début de l'exploitation du caoutchouc en Amérique du Sud, s'il vous plaît? Oui, ça n'a pas entraîné de déforestation. Parce que les arbres ne sont pas abattus, comme vous le savez. Il y a des seringueros, c'est leur nom, qui parcourent de très longues routes, d'arbre en arbre. Et il faut savoir qu'il y a au moins 100 mètres entre deux arbres à caoutchouc successifs. Donc ces gens, ils font une grande boucle. À la fin de la nuit, ils font une saignée. Et puis ils rentrent chez eux, un petit casse-croûte, et ils repartent sur la même route pour récolter le contenu des godets qu'ils ont fixés. Donc ce n'est pas une histoire de déforestation, c'est une épouvantable histoire d'esclavage. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui déforeste l'Amazonie. Ce qui déforeste l'Amazonie, c'est le soja transgénique. Maintenant, il n'y a plus un arbre dans le sud amazonien, ce qu'on appelle l'état du Mato Grosso. Mato Grosso, il n'y a plus que du soja. Ça, c'est la vraie cause de déforestation. Pas très gai. Vous n'avez pas des questions plus... Ça marche comme ça? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, oui. Quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez d'un arbre, le Moabi, arbre roi. Vous l'avez cité plusieurs fois. Si vous parliez de la France, peut-être vous parleriez du chêne, mais il y a aussi d'autres espèces, je veux dire, comme l'orme ou d'autres arbres de chez nous. Mais autrement, vous citeriez quels autres arbres pour l'Afrique et quels autres arbres pour l'Amérique? Ben, celui qui est tombé à la fin, ce n'est pas un Moabi, c'est un Ocan. Okay. Un bois magnifique, parfaitement droit, un véritable modèle pour les coupeurs de bois. Voilà. Non, mais bien entendu, la flore d'Afrique, c'est des centaines, c'est des milliers d'espèces d'arbres. Oui, parce qu'on entend plus souvent parler de l'ébène, de l'acajou, enfin des bois qu'on exploite pour leur... oui, mais l'ébène, c'est des tout petits arbres. D'accord. C'est des tout petits arbres qui n'atteignent pas du tout la canopée. Et encore, c'est curieux, les ébènes, quand vous avez un ébène devant vous, vous ne savez jamais s'il aura du bois noir ou s'il sera tout à fait blanc. Et à ce moment-là, s'il est blanc, il n'a pas d'intérêt. Il est noir s'il est attaqué par un champignon. Donc c'est très particulier. L'acajou, en effet, c'est important. Mais l'acajou, il est presque disparu depuis le temps qu'on l'exploite. Merci. Bonsoir. Est-ce que le radeau des cimes est toujours en activité? Est-ce qu'il est toujours exploité par d'autres scientifiques que vos équipes? Oui. Et est-ce qu'il a fait des petits ailleurs dans le monde? Alors d'abord, il n'a pas fait de petits. Non, il est toujours là. Eh bien, c'est pas compliqué. Chaque fois, c'est la bagarre pour trouver des crédits pour faire l'opération suivante. Là, je suis à la recherche d'argent pour faire marcher cette machine. On a les autorisations de divers pays de la région indo-birmane. Donc il n'y a plus de problème administratif. L'équipe est prête, le matériel fonctionne, mais juste on n'a pas de budget. Ce n'est pas une période facile pour réunir... Bon, ce n'est pas des sommes non plus astronomiques, il nous faut 400 000 €. Ça devrait pouvoir se trouver, mais ces sommes-là étaient très faciles à trouver depuis 30 ans qu'on fait ces opérations. Cette année, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Voilà. Mais l'appareil va bien, rassurez-vous. Merci. C'est vrai que l'aspect technique m'intéresserait aussi. Quand on voit ces grands fûts, qu'on vous voit en haut des arbres, vous arrivez par en bas, vous arrivez par en haut
par le radeau des cimes, par exemple. Non, c'est pas possible. Donc, parce qu'on a une équipe là, de nos élagueurs grimpeurs qui sont parmi nous, là. Donc j'ai déjà vu lancer les petits pois par-dessus les branches. Mais vous, comment vous faites? D'abord, je voudrais dire que ça fait 30 ans que je grimpe aux arbres. Parce que l'affaire du radeau, il faut tout de même monter et descendre plusieurs fois par jour. Donc ce n'est pas un sport qui me met difficile. Non, ça me convient tout à fait. Bon, maintenant, j'ai passé l'âge de le faire par mes propres moyens. Donc je vous explique comment je fais. On a des cordistes avec nous, qui sont d'ailleurs des gens qui viennent du milieu du cirque. Des gens excellents. Bon, le gars, il se débrouille. En un quart d'heure, il est là-haut. OK. Ben, il envoie un petit sac, comme vous dites, avec un big shot, et puis il amène un petit cordon, puis sa corde, il l'amarre solidement, il monte, et bon, en un quart d'heure, il est là-haut. Alors il me fixe une poulie, il m'envoie le bout de libre, moi je le fixe sur mon harnais, ensuite le gars descend, et moi je monte. Il faut le prendre un peu Rabelais, le mec. Bon, c'est très simple, aucun effort, j'arrive en haut bien frais. Ah ben ils ont un big shot, une espèce de formidable... Attendez, comme un... Non, c'est pas une arbalète, c'est un truc en V, là, un lance-pierre. Un lance-pierre mais de 2 mètres de haut, qui envoie un petit sac de granules de plomb facilement à 100 mètres de haut. Alors il faut viser une branche, il faut que ça passe par-dessus et que ça retombe. Voilà. Si vous récupérez le petit sac, c'est gagné. Non, c'est très au point. Hein. Bon, une autre question technique. Comment vous avez fait pour les modélisations de développement des plantes? J'imagine qu'il y a tout un travail scientifique pour modéliser la croissance des espèces et puis arriver à les représenter avec des techniques informatiques. Est-ce que ça vous a gêné? Pas du tout, j'ai trouvé ça superbe. Non, ça m'a pas gêné. La question, moi, je trouve qu'à certains moments, il y en a un peu trop. Oui, mais d'un autre côté, si on n'accélère pas les plantes, ça va finir par être longuet. Il doit y avoir un gros travail scientifique derrière. Un énorme travail. C'est un cabinet parisien qui a fait ça, Macduff, et je trouve que c'est très bien fait. Oui. Moi, je leur ai fourni les documents, mais je n'ai pas travaillé là-dedans. Ce n'est pas du tout mon truc. Oui, c'est des images magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens? On a envie de faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, qu'est-ce qu'on peut penser de ces bois certifiés qu'on nous vend? Est-ce qu'il faut bannir tous les bois tropicaux? Ou est-ce que certains sont potentiellement utilisables par nous? Non, il ne faut surtout pas faire le boycott des bois tropicaux. Ça me paraît essentiel. Il y a eu une tentative dans ce sens dans les années 70, notamment dans le nord de l'Europe, Angleterre, Pays-Bas, Benelux de l'époque. Bon, ils ont dit, on n'achète plus de bois tropicaux. Qu'est-ce qui se passe? Les pays tropicaux, dont la seule ressource, c'est la forêt, s'ils ne peuvent plus tirer d'argent des arbres, eh bien, la seule solution qui leur reste, c'est de tout couper et de planter du palmier à huile ou de l'arachide ou de l'ananas, n'importe quoi, qu'ils vont être sûrs de vendre. Non, le boycott, c'est très, très, très dangereux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est exiger des patrons de supermarchés une traçabilité totale des bois. Tu veux acheter un meuble de jardin en teck, par exemple. Les gens me disent souvent, est-ce qu'on peut acheter du teck ou pas? Eh bien, là, c'est une question de traçabilité. Si c'est du teck de forêt, non. Mais si c'est du teck de plantation, là, c'est vraiment tout bénef, aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. Une question de traçabilité. Malheureusement, dans le sud de l'Europe, la traçabilité est très mauvaise. Je constate que dans les pays plus au nord, c'est meilleur. Alors, la certification, le Forest Stewardship Council, FSC, quand c'est apparu en 1993, ça a soulevé des espoirs énormes. Les gens comme moi, on s'est dit, ça va freiner la déforestation, ça va permettre la traçabilité. Et ça a été d'autant plus une déception que maintenant, c'est complètement nul. C'est devenu un argument de vente uniquement.
quelqu'un qui vend du bois tropical, il sait très bien que sans ce label, il n'aura pas accès au marché nord-américain ou européen. Qu'est-ce qu'il fait? Il se l'auto-décerne. Ah non, le FSC, ça sombre dans le ridicule. Alors, il y a encore des pays où ça marche bien, mais bizarrement, c'est des pays qui n'en ont pas besoin. Ils font des certifications en Norvège, par exemple, ou dans certaines régions du Canada ou des États-Unis. Mais là, c'est pas là qu'on en a besoin. Mais dans les tropiques, ça ne vaut plus rien du tout. C'est très, très, très décevant. D'autres questions? Ici. Je voudrais savoir si vous avez utilisé les drones. Ah oui, il y a un drone, oui, absolument. Oui, oui. Il y a une corde très tendue qui part du sol jusqu'en haut de l'arbre. Et une caméra qui glisse là-dessus. Mais effectivement, ça ne peut pas aller plus haut que l'arbre lui-même. Donc le relais est pris par un drone. Un remarquable petit drone, pas plus haut que ça, pas plus gros que ça, avec 8 hélices et une caméra par-dessous qui est pilotée indépendamment du drone. Donc il y a un pilote pour le drone et un pilote pour la caméra. Et je trouve que le résultat est vraiment beau. Ça, pour le cinéma, le drone, je crois que ça s'est promis à une longue carrière. De batterie. Pardon. Vous n'avez pas de problème de batterie, parce que les batteries aussi sur les drones, c'est très bref. Eh bien, ça a fait des progrès. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas voler très longtemps. Oui. Et le gars qui s'en charge, il le ramène régulièrement, il change la batterie et ça repart. Et il repart. Oui. Vous aviez donc des groupes électrogènes. Oui, oui, oui. Oh là là, ça manque pas. Oh. Non. Si la recherche scientifique avait les mêmes moyens que les équipes de cinéma, vous et moi, Lucille, on serait bien contents. J'avais encore une question, parce que j'étais un peu étonné, mais quand vous parlez sur le plan scientifique des papillons là, autour des passiflores, si je ne me trompe pas, à un moment, vous dites qu'effectivement, toutes les évolutions que vous avez pu voir et l'apparition de, voilà, pas de nouvelles espèces, mais de ces comportements, vous parlez d'une dizaine d'années ou de quelques dizaines d'années. J'ai bien entendu, c'est ça, ouais. Vous avez parfaitement bien entendu. Ça, c'est incroyable. Oui, mais c'est peut-être incroyable. Mais dans des laps de temps aussi courts. C'est parce que quand on est originaire de l'Europe, comme vous et moi, on est habitué à une évolution qui est guidée par des facteurs physiques qui sont extrêmement lents. Alors là, c'est des millions d'années, c'est des aires géologiques. Dans les tropiques humides, l'évolution est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est maintenant parfaitement démontré. Non, c'est quelques dizaines d'années. Les chercheurs qui suivent cette opération, ils ont assisté à plusieurs étapes. D'ailleurs, on attend avec beaucoup d'intérêt la prochaine étape. On est un petit nombre à suivre ça. Pour l'instant, la passiflore a créé des faux œufs pour faire croire que c'était déjà pondu. Mais je suis persuadé que le papillon va trouver une parade, laquelle, alors là, on ne peut pas du tout savoir. C'est très, très, très intéressant. C'est ce qu'on appelle coévolution plantes-animaux. C'est un des domaines de la génétique les plus actifs en ce qui concerne les sciences naturelles. S'il vous plaît. J'avais une question du coup sur les passiflores, et ici sur le côté là. Oui, pardon. Donc toutes les espèces donc, qui font la course avec les papillons, ensuite elles cohabitent ou elles disparaissent les unes après les autres? Ah non, non, elles s'accumulent. Elles enrichissent la flore sud-américaine. Alors que ce n'est pas seulement l'Amérique du Sud, les passiflores. Hein. Mais c'est là qu'il y en a le plus. Et c'est là qu'on a mis le doigt sur la fonction de cette espèce de course aux armements entre les papillons et les passiflores, dont les effets secondaires, c'est la création d'espèces nouvelles. Et du coup, qui enrichissent et qui restent, oui, chaque espèce vient s'accumuler. Je ne dis pas ça pour dédouaner ceux qui détruisent les espèces, parce que c'est beaucoup plus lent, l'apparition de ces nouvelles espèces. Bien que ça puisse vous paraître rapide, c'est tout de même beaucoup trop lent pour compenser les destructions. Mais on nous parle tellement des destructions d'espèces qu'il me semble que c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi des sources d'espèces très actives.
Est-ce que ce tournage a permis de découvrir d'autres plantes ou bien il n'y a pas eu le temps pour cela, bien sûr? C'est pas très commode de faire de la recherche scientifique en même temps que du cinéma. L'interface est un peu, pas conflictuelle, mais... non, alors, oui, il y a des comportements nouveaux. Quand les fourmis viennent prendre ces faux œufs mis en place par le Cecropia, moi j'étais persuadé, parce que c'est ce qu'on nous avait enseigné, ce qu'on lisait dans les bouquins, j'étais persuadé qu'elles les mangeaient. Mais pas du tout. Il est facile de voir dans le film qu'elle les prélève très délicatement et elle les emmène dans le tronc de l'arbre, là où sont leurs vrais œufs. Alors, l'arnaque va forcément apparaître, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une fourmi sorte de là. Donc il y a un moment où... Alors là, ça reste encore un peu à explorer. Mais chaque fois qu'on met les pieds dans ces forêts, on trouve des choses nouvelles, ça c'est vrai. J'en profite pour dire qu'on manque terriblement de botanistes intéressés par les forêts équatoriales. C'est là qu'il y a le plus de choses à découvrir, c'est là qu'on est le moins nombreux. Et en plus, c'est là que c'est le plus menacé. Voilà. Oui, bonsoir. Là, je suis là. Je voulais vous poser la question. Vous évoquiez le manque de discernement des décideurs qui avaient laissé la forêt primaire disparaître. Si on transpose ça, par exemple, dans notre pays, enfin, pas par rapport à la forêt primaire, mais par rapport aux décideurs et à la considération qu'ils apportent aux arbres, je pense notamment, par exemple, en ville et par exemple les élus qui peuvent avoir une prise directe justement sur... vous pensez que ça évolue dans le bon sens, ou au contraire, est-ce que... quels accueils ils réservent aux... Je comprends votre comparaison, mais elle n'est que partiellement légitime. Oui, oui, non, mais parce bien que sûr. À l'époque coloniale, par exemple, il y avait unanimité pour l'exploitation des forêts tropicales. Ça ne soulevait aucun problème. Bon, quant aux arbres en ville, je ne crois pas qu'on puisse mettre tous les élus dans le même sac. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont très bons, pas des masses. Il y en a beaucoup qui sont très mauvais. Voilà, j'ai fait un petit bouquin que vous pourriez trouver là, destiné aux élus. Mais oui, mais les élus, qu'est-ce que vous voulez? Attendez, si vous faites l'ENA, vous n'avez pas un mot d'écologie. Or, comme on vous met dans la tête que vous êtes l'élite de la nation, vous pouvez en déduire que l'écologie n'est pas digne de l'élite de la nation. On est en train d'en payer les conséquences. Voilà, mais c'est pas aussi... C'est un peu manichéen, mais ouais. C'était simplement pour vous faire réagir sur... Alors, il y a des villes exécrables. Celle où j'habite, c'est épouvantable, Montpellier. Il y a des villes comme Lyon qui s'en sortent très bien. Il y a des villes comme Bordeaux ou Genève qui s'en sortent très bien. Donc, ça dépend des élus locaux. Voilà. Oui, bonjour. Vous avez parlé au début de la forêt au Congo et la frontière entre l'Amazone et le Pérou. En fait, où est-ce que ça a été tourné là? Un peu dans l'un, un peu dans l'autre? Les grands parcs nationaux du Gabon, qui ont la chance d'être très bien tenus en ce moment. Oui. Le président Ali Bongo, bon, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que fait cet homme-là, mais dans le domaine de la protection des forêts, il est exemplaire. L'autre partie, ça a été fait en Amazonie péruvienne. L'Amazonie, c'est pas seulement le Brésil, hein, c'est tout le pied des Andes. Et au Pérou, alors, il y a une assez belle forêt secondaire qui... Oui, mais en fait, là, ici, dans l'un et dans l'autre, ou... Non, les deux. Oui. Ah, dans les deux, c'est ça. Oui, oui. J'ai vu dans la distribution des personnes, la World Wife aussi est dans le coup un peu. La World Wife. WWF, oui. Oui. C'est vrai? Non. Ça, c'est le cinéma, excusez-moi. Tous les dessins qu'on voit dans le film, est-ce que c'est des dessins purement artistiques? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que ce sera un jour publié? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie limite entre l'artistique et le scientifique.
Et non, mais sans blague. Je n'essaye pas de te convaincre, je te donne mon point de vue. Je fais ces dessins aussi ressemblants que je peux. Mais j'ai aucune espèce d'ambition artistique. Mais maintenant, je vois qu'il y a des gens qui veulent faire des expositions de tableaux avec ça. Bon, il y a peut-être un aspect artistique que j'ignore, en tout cas qui n'est pas délibéré. Dans ton travail de compréhension de la forêt, le fait de dessiner... Ah, ça c'est indispensable. Voilà, c'est ça. Ah, si je dessine pas, évidemment, 3 jours après, j'aurais oublié ce que j'ai vu. Donc j'ai des armoires entières de dessins comme ça. Bonjour, ici. Oui, bonjour. Après avoir passé autant de temps dans des forêts d'une richesse incroyable, qu'est-ce qui vous enthousiasme dans une forêt européenne? Oh, pas grand-chose, je les aime bien. Non, ce qui m'amuse, il y a un truc qui m'amuse, c'est que ces arbres européens, que nous considérons même comme des symboles de la forêt d'Europe, je pense notamment aux chênes, en fait, c'est des arbres tropicaux. Où est-ce qu'il y a des chênes sur la planète? Il y en a très très peu ici. Les chênes, c'est Bornéo et le sud de l'Iran et le Mexique. Et donc ce que nous avons ici, c'est une émanation très atténuée d'un gros phénomène équatorial. Mais il y a plein de trucs comme ça. Le coq gaulois, par exemple, il y a très peu de gens qui savent qu'il est de Thaïlande. Il n'est pas du tout d'ici. Non, alors c'est ça que m'inspirent les forêts d'ici. Je les aime bien, mais je ne les connais pas. Je les connais très mal. Je les connais très mal. Oui, j'ai entendu mon petit-fils s'inquiéter pour les éléphants qui mangeaient des feuilles qui allaient être empoisonnées, là, tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez fascinant ce que vous avez dit sur la défense de l'arbre par rapport à... Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Oui, c'est-à-dire, l'éléphant s'attaque à un arbre, et celui-là, il mange ses feuilles. Et il n'y a aucun danger pour l'éléphant, qu'il se rassure. Par contre, les feuilles blessées lors de cette attaque, elles émettent de l'éthylène qui descend le vent, et tous les arbres qui sont sous le vent et qui reçoivent l'éthylène deviennent toxiques ou impropres à la consommation. D'ailleurs, en Afrique, tout le monde sait bien, tous les chasseurs savent bien, que les grands animaux, ça remonte le vent. Voilà, maintenant on sait pourquoi. C'est une communication entre les arbres, c'est une communication gazeuse et donc qui descend le vent. D'autres questions? Là-bas. Oui, je me posais une question à propos de ces transformations de plantes. Est-ce que vous avez pu faire une étude? Est-ce que c'est une question de génétique ou est-ce qu'il y a un système nerveux quelque part qui... Je ne comprends pas ce que vous appelez transformation. Les évolutions des plantes qui passent d'une défense à l'autre de ces arbres, qui se défendent en utilisant des nouvelles techniques. Et elles sont nouvelles pour nous, mais pas pour eux. Oui, mais est-ce que vous avez identifié quelque chose, un gène ou... Comment, la cause de cette... D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas du tout moi qui l'ai fait, c'est des équipes de l'université de Pretoria en Afrique du Sud, et on ne fait que suivre leurs traces. Alors il n'y a rien de génétique là-dedans, c'est simplement le fait qu'un tissu végétal blessé, ça envoie des hormones dans l'atmosphère qui préviennent les autres arbres. Aucune modification génétique là-dedans. Par contre, c'est toujours prêt à fonctionner, ce système-là. Oui, vous êtes un spécialiste des forêts tropicales. Est-ce que vous avez des éléments d'information sur la reforestation des déserts dans les endroits où c'est possible? Oui, tout à fait. Je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Il y a notamment en Afrique une barrière verte qui s'établit depuis la Casamance jusqu'à l'Éthiopie, avec des hauts et des bas, bien sûr. Il y a des pays qui peuvent le faire mieux que d'autres. Bon, ça, c'est vraiment à encourager, parce que là où il y a des arbres, vous avez compris qu'il pleut. Et là où on les coupe, ça diminue la pluviométrie. Ça diminue surtout le nombre de jours de pluie, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est très très important, ces entreprises de reforestation. Maintenant, là aussi, il faut abandonner nos habitudes européennes, parce que nous, on partirait de graines. Mais là-bas,
on ne s'occupe absolument pas de graines, on prend un poteau sur un arbre vivant, on le plante comme ça, un quart dans le sol, 3/4 en dehors, et ça marche à 100%. Vous pouvez même vous tromper de sens, ça ne gêne pas. C'est beaucoup plus rapide que les graines. Bon, bah écoutez. Encore? Non? Ah, oui. Ça va être la dernière. Hein. Eh bien, déjà, merci pour ce très très beau film. Et je pense que vous avez dû garder une âme d'enfant parce que c'est un film très pédagogique et c'est un régal à regarder. Merci beaucoup. Merci. Agnès. Merci.